Bonjour. Bonjour. Alors, en quoi la mairie de Paris s'intéresse aux sciences humaines et sociales? Parce que la ville de Paris s'intéresse d'abord à toutes les sciences. Et c'est historique. On est une ville de sciences, une ville qui, par ses activités scientifiques dans toutes les disciplines, rayonne sur le plan international. Et la ville de Paris s'intéresse donc peut-être un peu plus particulièrement aux sciences humaines et sociales parce qu'elles ont peut-être traditionnellement dans notre société moins l'image de sciences qui peuvent aboutir à de l'innovation, aboutir à de la valorisation. Or, ce salon le démontre s'il en était besoin. Les applications et la valorisation dans la société d'aujourd'hui et de demain sont potentiellement très nombreuses et très intéressantes. Et donc la ville essaye de soutenir cette nouvelle vision dans la population, on va dire, que les sciences humaines et sociales peuvent aussi proposer des avancées pour notre société. Alors, comment? Comment? Alors après, dans le cadre de missions qui sont les nôtres, donc par exemple, on a beaucoup travaillé à mettre en place des structures d'accueil des enseignants-chercheurs et des étudiants et de leurs familles pour qu'ils puissent venir à Paris séjourner pendant quelques jours pour participer à un colloque ou au contraire 10 mois dans une grande institution parisienne de recherche spécifiquement en sciences humaines et sociales. Donc, différents lieux dans Paris ont été réaménagés et mis à disposition de ces chercheurs étrangers qui viennent à Paris. Et puis un rôle aussi dans la création d'entreprises et le soutien à la création d'entreprises par les chercheurs et les doctorants, y compris dans ces disciplines spécifiques, en mettant à disposition des mètres carrés, notamment dans le cadre de l'incubateur Sciences Po Entrepreneurs, et en donnant une subvention d'amorçage à certains projets issus de ces incubateurs, et certains avec beaucoup de succès et qui sont à l'origine de création d'emplois dans des domaines très innovants et des emplois non délocalisables et donc qui contribuent à faire diminuer le taux de chômage, en particulier à Paris. C'est-à-dire, vous avez des exemples comme ça de... Oui, alors par exemple, j'aime beaucoup une petite entreprise qui s'appelle les Repas d'Héloïse, qui est donc l'idée que des chefs de renommée puissent préparer des repas pour des commandes en particulier dans le cadre d'une entreprise ou même voire à domicile. Et donc c'est un nouveau service qui a été mis en place à la sortie de cet incubateur de Sciences Po Entrepreneurs et qui rencontre beaucoup de succès aujourd'hui. Et donc, c'était fait par des... Par des anciens élèves de l'IEP Paris, donc dans les locaux, la start-up a émergé dans les locaux de Sciences Po Entrepreneurs. D'accord. Et vous soutenez autrement par des bourses, par Oui, des... alors après, la ville de Paris, en partenariat beaucoup avec la région Île-de-France, je crois que c'était pas anodin ce matin que Isabelle Saint-Jean soit présente, vice-présidente de la région Île-de-France. Nous travaillons beaucoup avec notre partenaire régional pour soutenir des initiatives de transfert entre les sciences, la recherche fondamentale et la recherche appliquée jusqu'à l'innovation. Et donc, effectivement, on finance. Nous, Ville de Paris, dans nos missions historique, on va dire, on est plus sur la mise à disposition de locaux, ce que j'expliquais, soit pour le logement des enseignants-chercheurs et des doctorants étrangers en visite à Paris, soit pour des locaux pour les startups et la mise à disposition de mètres carrés disponibles. Et puis effectivement, vous avez raison, sur le financement à proprement parler, l'appel à projet, par exemple, Paris 2030, qui est un formidable bouillonnement d'idées, de nouveaux projets qui peuvent éventuellement se trouver financés par la ville de Paris pour imaginer la ville de demain à l'échelle de la grande métropole parisienne. Et vous voyez des... Je sais pas, des philosophes, des anthropologues qui peuvent vous aider dans quelle dimension? Est-ce que vous en recrutez aussi? Recruter, pas forcément, mais quand on est élu, on doit imaginer la ville de demain en responsabilité, c'est notre responsabilité. Et on ne peut pas se limiter à l'écoute des conseillers techniques. Moi, je suis en charge de l'espace public, par exemple. Et je sais que la vision des ingénieurs, elle est importante. C'est la réglementation, c'est les normes, voilà. Mais il y a aussi besoin d'avoir la dimension humaine de l'espace public que l'on veut pour demain. Et l'imaginer l'espace public, c'est pas simplement imaginer des moyens de transport et de se déplacer, c'est aussi imaginer des nouveaux usages, une mixité de ces usages, une place pour chacun d'entre nous, quelle que soit la manière de se déplacer, etc.
Et cette dimension humaine-là, elle ne viendra jamais uniquement des techniciens. Il nous faut effectivement élargir le champ, partager avec les citoyens qui sont les premiers experts quelque part de la ville, mais aussi effectivement avec des sociologues, avec des historiens, pour enrichir notre vision de la ville de demain, la nourrir peut-être aussi de dimensions supplémentaires. Vous avez été chercheuse jusqu'à récemment. Et quelles compétences avez-vous développées lors de votre doctorat? J'ai effectivement obtenu une thèse de doctorat en biologie. J'ai beaucoup travaillé sur l'imagerie. Et donc j'ai eu la microscopie confocale, la microscopie électronique à transmission, et donc cette approche par l'image a été intéressante parce qu'elle m'a appris des techniques de pointe, dont les premiers à utiliser une microscopie confocale par exemple, et en même temps toute cette ambiguïté de l'image. Qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle présente, comment est-elle signifiante, comment peut-on la rendre objective. Voilà, donc cette notion par exemple sur le travail de l'image était intéressante. Et puis j'ai été enseignante pendant ma thèse et c'est une expérience inoubliable. C'était ma première vocation historiquement d'enseigner et je me suis donc retrouvée à l'université à enseigner une filière que je ne connaissais pas forcément parce que je n'étais pas issue de l'université mais des grandes écoles, et donc se retrouver enseignant en premier cycle universitaire, c'est un peu un choc quand on est issu d'un système de grandes écoles, et ça a réaffirmé ma conviction qu'il fallait absolument qu'on réduise les écarts entre ces deux filières du premier cycle, entre la classe préparatoire aux grandes écoles et les universités. Aujourd'hui, la différence de moyens qui est mise en place par l'État entre ces deux filières est indécente pour moi, et je crois qu'on a beaucoup à faire dans ces rapprochements de ces premiers cycles universitaires et grandes écoles. Et qu'est-ce que vous pensez de la place du doctorat ou des chercheurs en politique? Est-ce que ça vous a servi de faire un doctorat pour faire de la politique? Aujourd'hui, je pense qu'un doctorat sert à énormément de choses. Voilà, c'est aujourd'hui le plus haut diplôme national, européen, maintenant puisqu'on est en réforme LMD. C'est un niveau de qualification. Il atteste de votre capacité à aller voir au plus profond des choses, de prendre le temps de travailler sur le détail pour ensuite vous en éloigner et donner une portée beaucoup plus large à vos travaux. C'est un exercice intellectuel long, fastidieux, souvent difficile, mais qui permet d'acquérir beaucoup de compétences dans la manière de travailler. Je pense que ça mériterait d'être beaucoup plus reconnu dans le monde politique, peut-être dans le monde de l'entreprise aussi, et dans beaucoup de secteurs. C'est vraiment un niveau de qualification qu'il faut absolument valoriser. Je crois que c'est l'intention de notre ministre, et elle a raison, et nous incitons, nous, enseignants-chercheurs, de plus en plus les étudiants à aller jusqu'à ce stade du doctorat qui sera toujours valorisant pour eux dans la poursuite de leur carrière professionnelle, et notamment dans les réorientations aussi, parce qu'on a souvent jeunes envie de se lancer très vite dans le monde professionnel, de poursuivre son projet, et parfois on n'a pas forcément en tête que le monde du travail va évoluer et qu'il faudra peut-être se reconvertir. Et je pense que dans ces moments charnières d'une carrière professionnelle, avoir cette expérience acquise d'un doctorat est un plus. Et ça n'a pas été un mois, vous n'êtes pas un peu l'intellectuel des fois dans les débats politiques ou... Quand on est normalienne, agrégée, qu'on a une thèse de doctorat, on a parfois tendance effectivement à être pointée du doigt comme une intellectuelle, en particulier dans le milieu politique. Mais j'assume, je suis aussi une femme de terrain, une pragmatique, une élue de terrain. Ça ne m'empêche pas d'aller à la rencontre des habitants et des citoyens, de discuter avec eux, de participer à des réunions très souvent. Et je crois qu'au contraire, c'est faire honneur au mandat d'élu local, un peu de l'exercer, tout en étant effectivement diplômé d'une grande école et titulaire d'un doctorat. Merci. Je vous en prie.